Allez, c'est parti pour une émission en direct de la Galerie Neuve avec plein de super personnages du Sanitas qui sont avec nous. Donc aujourd'hui, en fait, on est quasiment à la fin du mois de la Terre où dans le quartier du Sanitas à Tours, il s'est passé plein d'événements. L'idée, c'était de mettre à l'honneur une certaine idée de l'écologie, de mettre à l'honneur ce qui se fait dans le quartier, les acteurs, les intervenants. Et donc, par exemple, on a Ida Tesla de l'association Pipo, voilà, qui va parler tout à l'heure quand on parlera du séminaire. Il y a Yanis qui est avec nous, qui va parler du séminaire, de l'atelier vélo, de banlieue climat, etc. Il y a Marc Frerbeau, qui représente le collectif Volte-Face et qui va parler de son jeu chronolocal. Voilà. David, qui nous amène une voix politique. Tout le monde va amener une voix politique, mais je pense à David par rapport à ça parce que c'est le collectif Passons-nous. Voilà. Et puis, on va faire un premier plateau qui va commencer avec Aurélie Brunet qui va nous parler de son entreprise, Wake Up Studio. Petit parcours. Ouais. Et de la démarche, tu vas comme ça nous préciser un petit peu mieux les choses. Donc on fait un premier plateau que j'ai appelé le plateau vieux. Hein, voilà. Senior, je préférerais. Voilà, et on peut peut-être mentionner le centre social pluriel. Ça me paraît très judicieux. Et en effet, à un moment ou à un autre, on devrait parler du centre social pluriel. Et de l'espace passerelle. Et de l'espace passerelle et de la Massif. Mais bien sûr. Peut-être qu'on fera une chanson en l'honneur de la Massif. Je sais pas. Un duo, Ida. Il faut rester jusqu'à la fin pour ça. Donc, je voulais dire, bien sûr, vous restez jusqu'à la fin, puisque cette émission n'est absolument pas en direct, de toute façon. Et puis, on fait un premier plateau, et puis après, on changera les invités pour faire un plateau jeune. Et donc là, je referai une petite présentation avec autant de brio. Voilà. Ça vous va ? Donc, très chère Aurélie, est-ce que ça te va de commencer de nous raconter un petit peu, toi, comment tu as vécu ce mois de la Terre et puis ce que tu réalises dans l'année, puis ce que tu as fait spécifiquement là pendant ce mois de la Terre, s'il te plaît. Alors, juste pour recontextualiser, donc moi je suis partie d'Artefact, d'une coopérative qui est implantée au Sanitas, avec Marc aussi, qui en fait partie. Et en effet, dans le cadre du mois de la Terre, avec l'équipe Volte-Face, là cette année, j'ai proposé avec les partenaires du projet Petit Parcours de différents temps de rencontres avec les habitants, des temps de concertation en vue de déploiement d'un aménagement, de mobilité, de motricité et de jeux qui croisent les générations sur le quartier. Et puis des temps aussi plus artistiques, tournés vers le vivant, qui rencontreront ces aménagements par la suite. Et donc... Par exemple, sur les aménagements, là on est à la Galerie Neuve et on n'est pas très loin d'un aménagement que tu as construit l'année dernière avec des habitants qui est donc proche de l'ancienne guinguette Albardier. Est-ce que tu as envie de commencer par là ou par l'allée Espelozan Alors juste déjà, l'enjeu du Petit Parcours, c'était de penser la ville autrement, de façon plus vivante, plus créative, et de faire avec et pour les habitants. Et d'embarquer des habitants aussi qui sont moins représentés d'habitude dans des équipements dans la ville. Et donc là, de s'adresser tant aux seniors, à la petite enfance, la place des femmes aussi dans l'espace public, les familles monoparentales en particulier. Et donc en effet, il y a eu un premier aménagement qui a été pensé avec les habitants et avec différentes associations du quartier, dont le centre social pluriel, une ergothérapeute, différents partenaires. Et donc, il y a eu un aménagement au Albardier qui s'est déployé depuis 2023 avec des supports de motricité, paniers de basket, jeux d'échecs, supports de muscu. Voilà. Et donc, David fait pas mal partie des échanges aussi avec les habitants pour... Tu veux faire un petit lien entre la muscu et David ? Eh oui, évidemment. Évidemment. Et donc l'idée, c'est de faire rencontrer aussi les générations, des personnes de différentes générations à travers un mobilier qui fédère, qui rassemble et qui fait vivre la ville autrement, quoi.
Ok. Toujours en plus dans cette démarche qui est un peu au cœur de nos missions depuis longtemps, c'est cette notion de pouvoir d'agir, de faire que, par exemple, le travail que vous faites en ce moment, il me semble aussi avec les médiateurs de Régiplus, voilà, qui vise en fait à essayer de concerner au maximum les gens des bâtiments pour qu'ils se réapproprient ou qu'ils s'approprient leur espace et qu'ils se sentent légitimes à occuper l'espace et à dire leurs besoins. C'est ça. Ouais. Et puis de vraiment faire la ville ensemble, en fait, et d'y aller étape par étape. Et donc là, par exemple, au Halbardier, c'était une phase de préfiguration, c'est un peu un grand mot comme ça, mais c'était pour tester un peu ce qu'on allait proposer. Et puis petit à petit, là, on va faire des propositions qui vont être pérennes, qui vont être définitives. Et donc là, il y a 2 sites. Il y en a un qui est à l'Espélozin, qui est pas très loin sur le quartier. Et donc là où ça sortira de terre à partir du mois de juin, normalement. Et puis vers Foigny, aussi pas très loin, où là, il y a autour de la famille qui sont déjà présents avec un jardin dont on parlera certainement après, où là on est plutôt au démarrage. Et donc sur ces 2 espaces-là, c'est plutôt une orientation pour les tout petits et la relation avec les parents et aussi pour les écoles. Parce qu'il y a pas mal d'écoles, de crèches qui sont impliquées dans la démarche et qui ont pu réfléchir avec nous, faire des propositions, autant les enfants que les accompagnants, pour qu'on fasse des espaces qui leur ressemblent et qui répondent vraiment à leurs besoins. Et puis l'écologie, juste un tout petit mot sur l'écologie, parce qu'en effet, l'idée, c'est de croiser, d'être sur une écologie sensible. Et en fait, on parle de santé. Et quand on parle de santé et de santé globale, en fait, ça s'intègre sur ces notions d'écologie. Et quand on prend soin du corps, quand on l'intègre dans des espaces de nature et qu'on se met à l'écoute des environnements et qu'on l'aborde de façon un peu sensible, qu'on crée une relation autre avec le paysage, et ben en fait, ça s'intègre aussi dans ces questions d'écologie de façon élargie. Ok, merci Aurélie. Tu as fait le lien avec le jardin près de l'association autour de la famille, là, au jardin adjudant en Foigny. Comme ça, j'avais envie de faire un petit peu le lien vers le Planitas, peut-être avec Ida, où le Planitas, c'est là où cette année a commencé le séminaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de beau donc au Planitas cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Planitas, c'est donc un jardin incroyable comestible, je l'ai mangé forcément. C'est un courant dans le monde entier, en fait, de gens qui veulent faire pousser de la nature, même en ville, et qui veulent que cette nature soit comestible, qu'on puisse se nourrir. Parce qu'on sait qu'en ce moment, l'alimentation, c'est quand même un sujet très brûlant sur plein de choses. Et donc, il a été impulsé par une habitante, Aurélie Thomas. Donc, en 2000, nous, on l'a rencontrée en 2015. Elle avait déjà cette idée en tête. Et puis, avec l'appui de la paysagiste Meryl Sétier, qui fait aussi partie de l'association Pipo, eh bien, on a pu l'accompagner. Ce qui fait que, 2016-2026, on a fêté les... Alors là... c'est... Les 10 ans, bien sûr. Je le prends par surprise, c'est pas cool. Les 10 ans, donc tu ne m'écoutais pas, mais t'as raison. Voilà, on a fêté les 10 ans du Planitas. Donc ça prouve qu'on peut aménager des espaces publics avec les habitants et que parfois, ils sont très déterminés pendant beaucoup d'années. Et donc c'est un jardin entièrement ouvert sur lequel chacun peut venir arroser, entretenir, prendre des légumes s'ils sont mûrs, ne pas les prendre avant qu'ils soient mûrs. Donc c'est un lieu qui sert à plein de choses et qui est absolument génial. Ça paraît être une chose très simple. C'est un jardin qui s'est lancé. Là, on est juste à côté du jardin Terrier, merci. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que ça dure et 10 ans que cet espace, les gens en prennent soin. Et il y a petit à petit des relations qui se sont créées, des habitants qui se sont rencontrés. Est-ce que ça a fait évoluer un petit peu le jardin? Est-ce que le jardin, là, ça a changé un peu l'esprit du jardin, les habitants qui le fréquentent? Est-ce que ça a amené une autre population à fréquenter ce jardin? Un peu de mixité sociale, comme on dit ou... La mixité sociale, de toute façon, elle est présente au Sanitas. Donc, c'est peut-être un des quartiers où il y a le plus de mixité sociale de Tours, puisque dans les autres quartiers, il y a surtout les gens qui ont les moyens d'avoir tel habitat ou tel autre. Tandis que c'est vrai que grâce au HLM, on peut avoir justement une mixité sociale en centre-ville à Tours. C'est pour ça qu'on adore ce quartier, qu'on y tient et qu'on ne veut pas de destruction de HLM.
Parce que ça, c'est un des combats aussi qu'on mène à côté et en lien avec le Planitas. Et c'est surtout l'idée que dans un quartier HLM, les gens peuvent faire très peu de choses. En fait, on l'a vu l'année dernière sur l'énergie. Ils ont très peu de marge de manœuvre pour réduire leur consommation énergétique, en fait, parce qu'ils ne décident pas de leur chauffage, par exemple, qui est un point très important. Ils ne décident pas de l'isolation de leur immeuble. Mais c'est pareil, sur les espaces publics, en fait, ce n'est pas leur jardin, ce n'est pas leur propriété. Donc, en fait, ils ne décident pas non plus de ce qui s'y fait. Et donc, ils se retrouvent, on leur dit « Ah, faut être citoyen, hein, vous êtes des citoyens comme les autres. » Mais en fait, entre le racisme, le fait que parfois ils sont en situation de pauvreté et le fait que dans un HLM, on fait tout pour vous, et parfois c'est même bien fait, c'est pas la question. Mais du coup, vous vous retrouvez dans une situation de passivité qui est quand même souvent très très mal vécue, parce que les gens, ils ont envie de... Voilà, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies. Donc c'est vrai que ça redonne les lieux comme le Planitas ou le jardin Foignide autour de la famille. C'est toute une négociation avec la ville de Tours et le bailleur pour dire, voilà, faites confiance aux habitants et laissez-les aussi pouvoir occuper ces lieux. Et avec des professionnels comme Meryl Sétier, Pipo, Pluriel, voilà, tous les gens autour. Et ça vaut le coup, ça change la ville, c'est sûr, comme disait Aurélie. Donc là, on est vraiment au cœur de la réflexion qu'on a entamée aussi depuis quelques années et qu'on a appelée Volte-Face et qui vise aussi à changer un peu le regard qu'on porte sur les quartiers et notamment sur comment l'écologie se fait dans les quartiers. Et on va pouvoir parler peut-être un peu plus précisément de quand les quartiers populaires sauvent la planète, donc le séminaire que tu as mis en place cette année. Toute seule, j'imagine. Oui, bien sûr. J'ai la chance de le coordonner, ça me suffit largement. D'ailleurs, je coordonne le séminaire et après, je n'interviens plus dedans. C'est ça qui est chouette, je fais parler les autres. Donc, cette année, avant justement de donner la parole à Yanis, à Marc et à toi, Loïc, qui avait très très bien parlé pendant ce séminaire, qui vous avait expliqué tout ce que vous faites. Juste pour dire qu'on a choisi comme thème cette année quartier populaire, urbain et village, destin commun, alliance possible. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a menée avec CITER, donc l'Université de Tours et le CNRS, sur l'idée qu'il y a tout un courant de pensée, puis un courant politique qui essaye de nous faire croire que la France rurale irait mieux si on sacrifiait les quartiers populaires. Voilà. Et on ne comprend pas pourquoi il faut opposer ces populations entre les gens des villages et les gens des villages urbains, alors que souvent, en plus, les quartiers populaires, Michael Lauriard le disait dans le film qu'on a fait sur le Sanitas, quand on détruit du HLM ici, c'est comme si on détruisait des petits villages. Donc en fait, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent on manque de services publics, on a des problèmes pour trouver du travail, il y a de la précarité, il y a aussi du deal, parce qu'on parle beaucoup du deal dans les quartiers populaires, mais les villages sont aussi ravagés par ces choses-là. Donc en fait, il y a plein de points communs et c'est vraiment très important de contrer ce discours, de monter les populations les unes contre les autres et de faire croire aux gens du rural qu'en votant pour l'extrême droite, en fait, ils vont se protéger de gens qui seraient dangereux et qui vivraient dans les quartiers populaires des centres-villes, quoi. Il y a notamment Axel qui réalise cette émission aujourd'hui et on le remercie, qui a réalisé aussi un film qui sera probablement disponible sur les réseaux de l'Espace Passerelle ou du Sanitinfo, où on peut voir une narration autour de cette journée où au mois de novembre, 20, 30 personnes peut-être 21 personnes, merci. Tout ça était d'ailleurs gentiment subventionné par le laboratoire CITER. C'est ça, grâce au label qui s'appelle Tipeee, mais ce n'est pas le Tipeee dont vous allez entendre parler tout à l'heure. C'est un Tipeee T2EPE et c'est pour que les citoyens fassent de la science avec les scientifiques. Donc au début novembre, il y a eu donc tout un aéropage d'habitants experts et d'intervenants qui sont partis visiter les jardins du Halage et qui c'est vraiment une zone assez incroyable puisque est-ce qu'on est en ville, est-ce qu'on est à la campagne, ça interroge un petit peu toutes ces représentations géographiques, tout cet imaginaire parfois un peu sclérosant qu'on peut plaquer, genre c'est une personne de la ville, elle va penser comme ça, c'est un campagnard, il va penser comme ça rebat un petit peu les cartes, donc on vous invitera bien sûr, on mettra le lien, comme on dit, en dessous de la vidéo. Voilà, donc le séminaire le matin, on a beaucoup parlé de ça, et à un moment, il y a eu aussi une intervention aussi où on a parlé un petit peu de banlieue climat. Ouais, et là je passe la Est-ce que, monsieur Yanis, tu veux peut-être
assez simplement nous dire comment ça s'est passé cette journée au mois de décembre grâce à la régie de quartier de Jouer les Tours, petite dédicace Anne-Laure, on avait organisé une journée avec l'association Banlieue Climat. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, camarade ? Effectivement, on a fait une formation concernant le Banlieue Climat et un petit coucou à Ferris Barca et mes collègues de Banlieue Climat. C'est une façon en fait d'expliquer ce qui se passe dans les quartiers populaires, sachant que certains quartiers, ou je dirais beaucoup de quartiers en fait populaires, ce sont des quartiers à laquelle des logements qui existent depuis les années je dirais 60-70, qui ont à peu près des problèmes d'isolation, beaucoup plus de chaleur et moins d'espace vert, ce qui comment je peux dire, ce qui annonce en fait beaucoup ce qui se développe, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui vont se développer, il y a plusieurs constructions des routes, de béton, d'acier, et voilà, parmi les points clés de la formation, c'était le fait, en fait, d'envisager un autre moyen, voilà, de construction, et avoir plus d'espace possible vert, soit des aires de jeu, mais aussi plus de végétation, ce qui peut peut-être rendre la vie un peu moins dure, sachant que plusieurs maladies peuvent se développer dans les quartiers populaires. Et voilà, c'est parmi les choses à laquelle nous, on lutte, mais aussi le fait d'être entendu, parce qu'on peut parler, mais si on ne nous entend pas, ça ne marchera pas. Tu parles donc de représentation, tu as fait le lien aussi un petit peu avec le simple fait d'habiter dans un quartier fait qu'on a un certain nombre de mauvais points à la base. D'ailleurs, cet après-midi, on fait un petit débat autour de la notion de privilège. Voilà, une des paroles fortes, je trouve, de Ferris Barca, de Banlieue Climat, c'est de dire il faut absolument que les gens dans les quartiers se réintéressent à la politique, que la politique se fasse pas sans eux. Disons que c'est ça, parce que en tant que jeune et représentant de ça, je pense que la plupart des choses qui nous arrivent, nous les jeunes, c'est le fait qu'on nous écoute pas. Et voilà, s'il faut qu'on se lève, parce qu'il y a personne qui va le faire. Donc ça fait partie des enjeux et nous sommes l'avenir de ce pays. Donc tant qu'on ne se lève pas pour se battre, il n'y a personne qui va le faire. Et parmi les choses qui améliorent une vie, c'est la santé. Et si on n'a pas la santé, ce qui veut dire que les années à venir, on aura une jeunesse pleine de maladies suite aux endroits où nous vivons. Et voilà, je peux dire que la transition écologique, c'est pas seulement l'environnement, mais c'est un levier pour une meilleure vie, voilà, pour l'avenir, c'est ça. On va t'amener à reparler un peu de santé et d'alimentation. C'est exact. On passe on parlera de l'atelier vélo aussi un peu tout à l'heure, mais plus dans la deuxième partie, puisqu'on accueillera Elka, notamment parler de ça. Donc on reviendra un peu sur ce sujet-là, à ce moment-là. On va peut-être passer à Marc. Toi, comment tu as vécu le séminaire, si tu veux nous en parler depuis ton... Tout à fait. Alors moi, pour recontextualiser, donc je suis aussi effectivement de la coopérative d'entrepreneurs Artefact et j'ai travaillé depuis 2021-2022 avec notamment le Centre social pluriel, Pipo, Espace Passerelle et de nombreux autres acteurs comme Ville au Carré sur tout ce qui est l'approche narrative, ce qui a donné lieu à toute la démarche et tout l'esprit de Volte-Face au Sanitas. L'approche narrative, c'est essentiellement retrouver les récits, mais pas les récits des hommes puissants qu'on a partout, mais les récits des habitants, les récits des acteurs, les récits de ceux qui vivent sur le territoire, en l'occurrence là au Sanitas. Donc là, dans tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, autant Aurélie parlait pour Petit Parcours de pouvoir travailler avec les habitants, de pouvoir recueillir les besoins des habitants. C'est par les récits des habitants qu'on arrive à détecter les besoins, à retrouver ce dont vraiment les habitants ont besoin sur place en termes pour pouvoir refaire du sport, pour pouvoir se remettre en mouvement, etc. Que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes plus jeunes, les enfants. Et donc, quelle technique vous avez développée pour que les gens puissent retrouver un peu de pouvoir de se raconter, d'inventer un peu leur propre légende ou mythologie? Alors, il n'y a pas de grande technique surprise secrète. C'est essentiellement l'écoute.
c'est essentiellement partager, passer du temps avec, prendre le temps de faire, prendre le temps d'être avec les gens. Je vais en parler très certainement après, juste après, là, quand on donc de chronolocal. Voilà, c'est un des outils, mais c'est un outil technique, un petit jeu de cartes. Je vais en parler juste après, mais je voulais vraiment mettre en avant le fait que chacun, dans les différentes initiatives qu'on a données jusqu'à maintenant et qu'on va continuer à donner après dans la deuxième partie aussi, on utilise ces outils en fait d'approche narrative, c'est-à-dire de pouvoir recueillir les récits de chacun, les mettre en valeur, mais pas seulement les mettre en valeur, s'en servir aussi pour évaluer ce que l'on fait. On s'en sert à la fois pour évaluer, on s'en sert à la fois aussi pour pouvoir construire et créer de la coopération en fait entre les gens. Ce que je peux dire, c'est que ces outils qu'on pourrait percevoir comme des choses très simples, c'est-à-dire on met en place des outils pour que les gens se racontent, racontent comment ils ont construit telle action, telle histoire. En fait, c'est incroyablement compliqué à mettre en place parce que c'est en refus total de l'idéologie dominante du faire perpétuellement. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut s'arrêter pour essayer de valoriser un petit peu les choses qu'on a faites, les choses qu'on a construites ensemble. Et en fait, je m'aperçois que moi, dans mon métier, et peut-être David pourra témoigner aussi, en fait, ce temps de valorisation, ce temps de se raconter, on ne le prend jamais. Une action chasse tout le temps autre chose. Voilà. Et justement, Loïc, tu as pris le temps de réfléchir pendant le séminaire et donc je vais me permettre de te donner la parole pour que tu nous parles de l'après-midi du jeudi. Donc on était à la Maison des Sciences Humaines, c'était l'Alliance Quartier Populaire Campagne incontournable pour une justice alimentaire. Et donc on avait Patrice Mellet, géographe, Anna Pérodin, Nora Semoud, Chloé Fernandez, une jeune étudiante, mais il y avait aussi des paysans. Et une association dont tu es président. Donc, il y avait l'association VRAC 37, toute jeune, qui vient d'être créée. Il y avait l'ADEAR, il y avait la Confédération Paysanne. C'est quoi l'ADEAR ? Ah, mais ça, c'est interdit de demander les acronymes. Je suppose que ça veut dire association d'aide pour l'agriculture, un truc comme ça. En gros, c'est une association qui est missionnée par la Confédération Paysanne pour aider à l'installation de nouveaux paysans, en fait, plus ni moins. Et oui, on est venu parler un petit peu d'alimentation, puisque y a cette nouvelle association qui vient de se lancer et qui vise, basiquement, il y a un système qui existe qui s'appelle les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et qui existe depuis je ne sais combien de temps, mais qui touche une certaine sociologie, qui touche des gens qui ont un petit peu et le temps et l'argent. Voilà, parce que souvent, quand on a un petit peu plus d'argent, on a aussi un peu plus de temps et le luxe de s'intéresser à la santé, ce qui est par ailleurs un truc complètement scandaleux, en fait. Donc là, on vise à travers cette création d'associations à militer déjà. C'est dans un processus de militance qu'on a depuis des années au centre social autour de la sécurité sociale de l'alimentation. L'idée, c'est de faire que l'alimentation soit pas quelque chose qui, pas la plupart du temps, mais dans beaucoup de cas, dans les quartiers, passe par l'aide alimentaire. On essaye de faire que de plus en plus l'alimentation soit un droit, que ça devienne quelque chose qui n'y ait pas de négociation là-dessus. On a le droit de bien manger, on a le droit que les paysans du coin aient un salaire médian au-dessus de 700 €, que la paysannerie soit pas l'un des métiers avec le taux de suicide le plus fort. On est vraiment dans un système qui est devenu complètement pourri là-dessus. Les gens dans les quartiers mangent de la merde dans des magasins, dans très très peu de magasins, et souvent c'est un peu les mêmes. Ici c'est Netto, c'est Lidl. Donc ils amènent une bouffe de mauvaise qualité et à bas prix. Donc ça, forcément, ça finit par trouver son public. Et nous, on va essayer d'amener une nourriture qui soit au maximum le plus locale et de fait de meilleure qualité. Et on va essayer, nous, d'aller chercher des sous pour subventionner et pour essayer de faire baisser les prix, mais sans pour autant mettre les paysans dans l'alarme, parce que le but, c'est pas de renforcer encore cette détresse paysanne. Donc cette association, elle est en train d'être lancée.
J'étais très content parce que l'autre fois, on a fait la première réunion vraiment sur ce sujet-là au centre social. C'était une réunion du jeudi matin à 10h, je m'attendais à avoir 15-20 Pékins et il y avait plus de 60 personnes. Donc franchement, ça touche. Et les gens n'étaient pas du tout sur le sujet. Il faut m'arrêter. Oui, c'est en lien avec Tipeee, non TIPI, dont tu parlais et que ton collègue peut peut-être nous présenter, non? Eh bien, on va faire le cadre lien. Du mois de la Terre. Moi, je m'arrête. On dit qu'on s'arrête tranquillement pour le séminaire là. On peut revenir peut-être après si on a d'autres liens à faire. Eh bien oui. Parce que le vendredi matin, on s'est retrouvés au marché du Sanitas, parce qu'on adore être dans la rue et dans l'espace public pour rencontrer, discuter avec tout le monde. Et notamment, je remercie l'association Adibé et une autre association. Il y avait 2 associations qui présentaient des actions de personnes qui vivent au Sanitas en quartier populaire et qui récoltent des fonds et qui travaillent dur pour des villages, alors un au Cameroun et un au Tchad. Donc ça aussi, c'est de la coopération entre les villes et les campagnes. Et puis, il y avait le jeu chronolocal. Donc effectivement, on revient au jeu chronolocal, qui est une bonne illustration des récits collectés directement amenés par les habitants. Donc c'est un petit jeu qui se présente comme ça, sous forme de cartes. Il y avait eu précédemment un petit jeu prototype qui avait été fait tout petit pour pouvoir montrer un petit peu ce que ça pourrait donner et voir surtout si ça pouvait intéresser les habitants. Ce petit jeu a créé un engouement assez fort sur les 2 ans pendant lesquels on l'a présenté depuis 2023. Et donc à partir de fin 2024 et l'année 2025, on a travaillé avec les habitants donc à réécrire les cartes qui avaient été faites pour que ça corresponde vraiment à la façon dont ils voyaient eux leur quartier et à créer des nouvelles cartes qui correspondent vraiment à ce que eux vivent par exemple des souvenirs, là le concert de NTM Place Neuve, là on a le Sanitam Tam qui devient Sanitinfo avec lesquels on travaille aujourd'hui. J'avais aussi par exemple la création des tournois de football à la Rotonde. Voilà, c'est vraiment des expériences d'habitants en fait qui ont été amenées pour pouvoir faire ce petit jeu. Alors ce petit jeu, finalement c'est quoi? C'est un recueil d'un ensemble d'événements que les habitants ont proposé de mettre en avant avec une image pour pouvoir l'illustrer. Et au dos, il y a un petit descriptif de ce que c'est que cet événement et la date. Et après, quand on veut y jouer, en fait, on met une carte avec une date initiale. Et puis après, on doit essayer de replacer collectivement, ou chacun en équipe, les cartes que l'on a pour pouvoir retracer l'histoire du Sanitas. Et du coup, je me permets d'enchaîner, parce que du coup, dans l'équipe, il y a Laurent Giraud, Marc et moi-même. Et donc, on a petit à petit affiné la proposition pour qu'elle réponde vraiment aux anecdotes du quartier, aux envies des gens. Et en fait, ce qui est super, c'est que quand on sort ce jeu, en effet, il y a toute cette idée de comment est-ce d'essayer d'identifier la bonne date, de les placer les uns par rapport aux autres. Mais en fait, c'est un super prétexte pour délier les langues, pour faire causer autant les personnes qui viennent de débarquer sur le quartier, des personnes qui connaissent le quartier comme leur poche, qui habitent là depuis 30 ans. De croiser des regards dans la pluralité qui habite le quartier. Et puis des histoires d'antan jusqu'aux histoires d'aujourd'hui, et de pouvoir raconter autrement le quartier et de se réapproprier en fait vraiment ce lieu à travers les regards des gens, quoi. Et ça déclenche de la fierté. Ouais, c'est complètement. Ouais, ça, je l'ai encore vu la journée de la Terre, là, il y a quelques jours. Et il y avait vraiment une fierté. Il y a Ida qui montre la carte du concert de NTM. Ouais, concert de NTM. Ah oui, 93. Voilà. Plutôt que ça. 91. 91 concerts de NTM Place Saint-Paul. Vous les voyez tous les deux. Voilà, mais chaque carte en fait suscite célèbre un moment Akhenaton et Shuriken de la de NTM. fierté. Et moi j'avais pensé pendant longtemps que ça pourrait peut-être n'intéresser que les personnes les plus âgées qui ont le souvenir. Et en fait pas du tout, ça intéresse tout type d'âge.
Et j'avais, à la Journée de la Terre, une petite fille qui avait 8 ans, qui s'intéressait, c'est quoi ce jeu, etc. Je commençais à lui montrer en me disant, je vais peut-être pas l'intéresser longtemps. Et en fait, elle est restée, elle a vu différentes cartes, notamment sur le chien qui est arrivé au collège, le chien pour les personnes handicapées. Elle l'a connu, elle a vu, elle m'a appris même des choses sur ce chien qui n'était pas marqué sur la carte. Donc on peut compléter avec tout type de Mais je ne connais pas ce chien. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà. Okay. Voilà, Tetris, donc, qui est venu en 2024. Il a la code Tetris, apparemment. Voilà, et qui était présent pour les élèves de classe Ulysse. Yes, en 2026, camarade Marc, là, il y a des occasions, on peut jouer à ce jeu-là. Je sais que Pluriel, là, le centre social, on va recommencer des pieds d'immeubles et tout. Est-ce que vous allez venir sur des pieds d'immeubles? Comment ça va se passer? Certainement, ouais. On a prévu, oui, on a prévu, tout à fait. Et la prochaine, ça va être jeudi matin. Je ne sais pas si l'émission passera avant. Mais en tout cas, voilà. On continue, on finit le mois de la Terre avec ce jeu. Et il y a déjà plusieurs personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre pour pouvoir soit apporter de nouveaux éléments, soit corriger, soit... Donc régulièrement, on a des nouveaux habitants qui découvrent le jeu et qui sont intéressés pour... Si vous avez des anecdotes vraiment frémissantes que vous voulez qu'on intègre dans ce jeu, n'hésitez pas à contacter le Centre social Pluriel et, pour faire le relais. Et voilà. La création de 37, par exemple. Oui, pourquoi pas. J'aime bien les anecdotes frémissantes. On va terminer, si j'ose dire, en revenant en arrière, puisque on était quand c'était juste après le séminaire, voilà. Le matin où on était sur le marché, le midi vous aviez mangé ensemble. Il y a eu un petit relais qui s'est fait entre le côté le collectif Le Séminaire avec le laboratoire CITER et puis David, toi ou plutôt depuis maintenant quelques années au centre social, tu es un peu celui qui s'occupe d'étapes de quartier et il y avait un événement un peu particulier sur ce premier week-end d'avril. Est-ce que tu veux bien nous en causer, toi qu'en plus qui est salarié et qui est obligé de parler en fait quand on y pense. Ouais. Je suis payé pour parler, donc là je suis obligé. Et du coup, on a reçu à partir du mercredi, pendant cette semaine-là, des représentants du collectif Passe en nous. Donc c'est un collectif qui a en responsabilité la gestion et l'animation des tables de quartier nationales. Donc là, c'était sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche. On a reçu une bonne soixantaine de personnes à Tours, venant de plein de villes. Et dont le sujet c'était la justice alimentaire. Donc pendant un week-end, on a travaillé sur la justice alimentaire, on a essayé de s'auto-renseigner sur qu'est-ce que pour nous c'est la justice alimentaire, à quoi ça nous fait penser quand on parle de justice alimentaire. Et puis le deuxième objectif de cette rencontre aussi, c'était d'analyser un peu au début les questionnaires, parce qu'en fait, il y a une recherche-action. En gros, une recherche-action, c'est un truc de chercheur où on fait de la recherche basique scientifique avec des sociologues, des chercheurs de l'INRA par exemple, et aussi on mène des actions, donc poser des questionnaires, mener des actions comme Tipeee par exemple sur le marché où on récupère les invendus. En fait, toutes ces actions-là, elles rentrent dans le cadre de ce combat pour la SSA dont tu as parlé, mais aussi pour justement plus de justice alimentaire. Parce qu'au-delà de la SSA, il y a vraiment cette idée de justice qui est ressortie lors de ce week-end, c'est-à-dire que la SSA, c'est comment donner et avoir une alimentation pour tous citoyens, je vais dire ça comme ça, pour tous citoyens. Tu peux rappeler ce que tu appelles la SSA ? La sécurité sociale alimentaire. Donc ça, c'est pour les citoyens. Tout comme la sécurité sociale pour la santé, tout citoyen, normalement, a droit à la sécurité sociale pour la santé. Eh bien, nous, on veut militer, ou en tout cas, on milite pour qu'il y ait le même droit pour l'alimentation. Après, le petit plus que Passons nous rapporte dans ce combat-là, c'est l'idée de justice alimentaire. C'est pas simplement parce que tu es citoyen que tu as droit à manger, mais simplement parce que tu es citoyen du monde. Donc ça veut dire que ça touche aussi les gens qui n'ont pas les papiers, puisqu'on est dans un système de papiers en France, mais ça touche tout le monde. Autant ceux qui ont les papiers que ceux qui n'ont pas les papiers. Et donc comment
la question centrale, c'était comment allons faire pour mettre en place plus de justice alimentaire. Et donc, dans ce combat-là, il y a la relation entre l'habitant, les habitants entre eux, les habitants et les producteurs et les centrales d'achat. Bref, il y a tout un schmilblick qu'il a fallu déconstruire pour remettre à sa place chaque chose pour que les gens ils comprennent bien d'où l'argent, d'où la nourriture part, qui la fabrique, combien ces gens-là gagnent pour faire cette nourriture-là et par contre, c'est quoi le circuit jusqu'à ton assiette. Et en fait, tu te rends compte, par exemple, qu'un agriculteur, je vais prendre un exemple bête, mais sur un panier de 100 €, tu vas faire tes courses 100 €, je sais pas moi, à Carrefour ou à Lidl, eh ben lui, il lui revient dans la poche que 80 centimes, je crois. Sur un panier de 100 €. Donc, ça fait 100 € de courses. Sur tes courses, il n'y a que 80 centimes qui revient à l'agriculteur. Donc, en fait, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais il y a vraiment un problème. Tout le reste de l'argent, il est passé où? Il n'a que 80 centimes sur 100 €. Il y a un problème, alors que c'est lui qui fait tout. Voilà, donc c'est ça aussi le but de la justice alimentaire, c'est de redonner le pouvoir. Cet après-midi, on va parler de privilège, mais ça, c'est un privilège. De redonner le pouvoir aux gens qui l'ont vraiment, en fait. Les agriculteurs, ils sont à la base de tout ce qu'on consomme, et pourtant, ce sont eux qui vivent le moins bien. L'étape de quartier, ça continue, c'est chaque mois à pluriel, un petit 18-21 heures, le jour ça bouge, faut venir au centre social tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est tous les mois, le jour il bouge entre mardi, mercredi et jeudi, on essaie de changer à chaque fois pour que ça pénalise pas les associations qui occupent les locaux à pluriel, et 18-20, et des fois là, comme il va commencer à faire beau, on ira dehors, se poser tranquille. Super. Oui, c'est juste que quand il a parlé de ce qui revient aux agriculteurs, ça m'a rappelé ce qu'on avait fait avec Loïc il y a quelques mois peut-être au marché gros, c'était un agriculteur qui nous parlait justement de ça, le fait qu'il produisait bio localement, mais à la fin il ne gagnait rien du tout, et la moitié de ces denrées alimentaires, ça allait à la poubelle, chose qui le pénalisait. Et je pense que l'association VRAC, c'est ça si je ne me trompe pas, VRAC 37, VRAC 37 pardon, peut-être ça peut aussi jouer un rôle assez majeur pour ces agriculteurs locaux qui justement on ne peut pas faire beaucoup de grandes choses, mais je pense que ça va leur aider à un peu surplomber leur denrée alimentaire. Voilà. Ça vise en fait ni plus ni moins à créer une interface, une passerelle entre les agriculteurs et les gens des villes, les habitants, qui pour le coup qu'ils aient le privilège d'être citoyens ou malheureusement qu'ils soient dans les déboires et les méandres de l'administration française. Je voulais faire un petit lien avec un truc sur Ida, mais je l'ai mangé. Mais t'as quand même un truc à dire. Oui, mais moi je m'en souviens. Voilà, c'est qu'en fait, je suis venue avec cette robe, mais ce n'est pas un hasard, c'est que je l'ai trouvée ici même à la Galerie Neuve pendant Échange ta fripe. Donc Échange ta fripe, c'est vraiment une action pour les femmes, par les femmes, pour se donner un moment de plaisir, de détente, de partage écologique, puisqu'en fait on va avoir un super look, vous voyez, c'est mon cas, sans débourser un centime, puisque c'est des femmes qui apportent des vêtements et c'est d'autres femmes qui les prennent. On peut venir sans en amener et en prendre quand même, on peut en laisser sans en reprendre parce qu'on veut surtout vider son placard. Moi je sais pas faire, donc j'en dépose mais j'en reprends plein. Et voilà, et on a des super fringues, on a un super look, c'est vraiment pas de la misère ou de la voilà, c'est pas par dépit parce qu'on n'a rien à se mettre, c'est vraiment valoriser le plaisir. Promis Ida, tu pourras venir danser en tenue de seconde main dans un de mes clips prochainement, toi qui adores tant. On arrête ici ce premier plateau. Je vous remercie beaucoup. Je veux bien juste dire un petit truc. Bien sûr, je voyais pas. Ce qui me semble chouette dans toute la dynamique qu'on met en place dans Volte-Face au Sanitas, c'est qu'on est vraiment complémentaires. En fait, on agit
comme des petites acupunctures à plein d'endroits sur un territoire, avec des actions qui s'articulent entre elles, qui se complètent. Et mais ce que je veux, c'est qu'on travaille globalement sur le fait d'inviter à reprendre conscience, à reprendre du pouvoir d'agir sur notre quotidien, que ça soit dans le manger, dans la relation à l'environnement naturel, que ça soit dans la façon dont on se vêtit. En fait, il y a plein d'endroits comme ça où on peut reprendre du pouvoir d'agir et aussi en simplicité et avec de la joie et avec de la créativité, et que ça participe aussi. Je voulais juste rajouter ça, c'est que globalement aussi là, dans les différentes actions, on le retrouve très fortement dans les démarches portées par le séminaire, c'est de créer une continuité sociale, écologique entre des territoires, de recréer du dialogue, et c'est aussi ce qu'on fait là avec dans le petit parcours, par exemple, dans le fait qu'on crée des petits espaces d'école du dehors, mais qui sont pas en pleine forêt, qui sont juste en pied d'immeuble. De recréer comme ça des passerelles, d'autres ponts hybrides et à inventer, et que tout est possible, et qu'on est en plein dedans, on expérimente à fond, et c'est chouette. Ok, merci Aurélie pour cette fin, et puis merci. Bon, toi, tu nous as beaucoup renvoyé vers cette espèce d'éthique personnelle aussi. On a eu aussi une parole politique avec Banlieue Climat, une parole politique avec Passons-nous, la collaboration universitaire notamment portée par Ida. Volte-face, la démarche Volte-face. Donc voilà, merci beaucoup pour ce premier plateau, et puis les vieux, au revoir. Et puis, place aux jeunes. Aux jeunes. Ouais, on fait le petit changement. Les camarades du podcast, Monsieur LK, Yanis, tu restes ici, s'il te plaît. David, si ça te fait plaisir, tu peux rester là. Ça fait toujours plaisir. Installez-vous tranquillos. Action. Salut les vieux. Au revoir les vieux. Ok, on est reparti tranquillement entre nous là. On a fait un premier plateau qui a bien débordé. On est toujours à la Galerie Neuve. J'ai pas eu le temps, j'ai pas parlé des toutes les expositions qui sont ici à venir voir jusqu'à la fin du mois d'avril, et peut-être plus, car voilà. Je sais très peu de choses en définitive, où on peut voir un petit peu des expériences qui se passent dans le quartier, des expériences au Planitas, des expériences que Aurélie, avec son petit parcours, Aurélie Brunet, nous a parlé tout à l'heure avec Wake Up Studio, le petit parcours, etc. Mais bon, là maintenant, j'ai une petite communauté qui s'est installée autour de moi, et je propose de commencer éventuellement par LK et puis Yanis, parce que pendant ce mois-là, vous les gars, vous êtes venus parler de Banlieue Climat au séminaire, mais vous avez aussi monté un truc, un atelier depuis quelques mois dans le quartier, qui est assez génial. Est-ce que vous voulez nous en parler, les gars ? Tu veux parler ou pas ? En fait, c'est un atelier parmi beaucoup d'ateliers à pluriel. Un atelier animé par Marie, Damien, mais aussi Noukat, Elka, Ismaël et Mamad. Cet atelier a pour but justement de donner vie au vélo. Parce qu'on raconte que la plupart des gens, ils ont des vélos, ils laissent... au lieu d'aller jeter par exemple à la déchetterie ou le laisser rouiller, ils peuvent nous l'amener, on repart ensemble. En fait, le but justement, c'est d'apprendre ensemble, d'apprendre en fait à préparer ou à s'auto-préparer lui-même. Parce que on parle du concept que vous ne pouvez pas nous ramener quelque chose et nous laisser faire tout seul. Donc ça fait partie des choses et ça justement fait vraiment le lien avec aussi Échange ta fripe, donc cette idée c'est exact, que c'est la même on doit pas laisser tomber les choses, on doit refuser aussi un petit peu l'idée d'un monde où quand quelque chose est un peu malade ou un peu défaillante, on doit s'en débarrasser. C'est un bon concept parce que je laisse à Elka, c'est lui qui est toujours qui se met un peu la tête avec certaines personnes qui arrivent. Donc lui, il est vraiment strict.
sur Est-ce que certaines LK, tu choses. peux nous dire ce que ça veut dire se mettre la tête avec les personnes qui arrivent? Toi, donc, tu fais l'hôte d'accueil et tu as donc des techniques d'accueil un peu particulières apparemment. Comment ça? Non, je pense que Yanis voulait dire, parce que de fait, vous vous installez, vous êtes allé de la Gaudinière, c'est ça? C'est ça. Donc le vendredi après-midi de 15h à... À 18h. Ok. Et dis-nous, comment vous vous installez? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on part. Bah, ça dépend si une seule personne ou tous ensemble pour récupérer la clé pour nous rejoindre sur le local à vélo. Bah, on commence chacun sa tâche, quoi. Chacun il prend soit le barnum, soit la table ou les matériels, les outils, quoi. Et tu peux préciser peut-être que là, il y a toi et Yanis, mais vous avez d'autres complices, vous pouvez peut-être les citer? Mamad, ça s'appelle Mamad. Il y a aussi Ismaël, qu'on est tous ensemble, qu'on répare les vélos. Ouais, c'est aussi une belle aventure collective. C'est une aventure d'amitié aussi. Moi, on vous connaît maintenant depuis quelques années. Vous êtes des bénévoles, des habitants du quartier, des gens qui font plein de choses sur le Sanitas. Et notamment, vous intervenez aussi sur un atelier qui a lieu 2 fois par semaine. Oui. Et qui s'appelle le Tipeee sur le marché. Est-ce que vous voulez raconter un peu, peut-être de votre point de vue de bénévole, d'habitant, à quoi ça sert le Tipeee? Qu'est-ce que c'est? Donc il y a une autre réalisation dans le quartier qui va dans notre sujet. Moi, le Tipeee, pour moi, je peux dire, c'est un truc cool, génial, que j'ai vu jusqu'à maintenant. Que au moins... On peut dire que je savais pas que il y a un genre de truc. Mais comme on m'a expliqué comment ça fonctionne, j'ai vu cool et génial que on part à récupérer les fruits pour donner à les bénévoles triés et mettre dans les cagés. Et à la fin, on donne les gens on donne le ticket. Oui, c'est une expérience en fait qui existe maintenant. On est sur les plus de 5-6 ans. On est bientôt au 500e Tipeee qu'on avait lancé notamment avec David en septembre 2020 et qui visait en fait Il y a toujours des gens qui font du glanage sur un marché et l'idée c'était de permettre aux gens de s'organiser collectivement et d'amener un peu une certaine assise logistique, une certaine organisation du centre social, et ça tourne maintenant depuis 5 ans et surtout grâce à vous, grâce aux bénévoles qui sont vraiment incroyables et qui font qu'à chaque édition il y a toujours au moins une vingtaine de bénévoles qui font qu'une cinquantaine d'habitants à chaque fois peuvent récupérer une cagette de légumes et pour aller un petit peu plus loin que ça, peuvent surtout passer un moment convivial. Parce qu'on est d'accord, vous faites le Tipeee. Si le Tipeee, c'est avant tout un moment de convivialité, un moment agréable, où on essaye de faire que ce qu'on perçoit d'habitude comme jetable, on essaye de le restaurer, d'en faire un truc chouette. Simplement, c'est pas suffisant. Tu veux dire un truc, Yanis, vas-y. Je dirais que c'est un moyen de se connaître en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui habitent dans le quartier et que tu ne les vois pas souvent, mais tu ne les vois qu'au Tipeee. Donc ça permet de créer aussi le lien entre les gens du quartier populaire aussi, et voilà, et l'association plurielle. Et je pense que c'est une bonne chose en fait qu'il y a le Tipeee, parce que je dirais c'est comme la télévélo en fait. Une vie, voilà, donner une autre vie en fait, parce que le fait d'avoir des fruits et d'aller les jeter alors qu'il y a des gens qui en ont plus besoin, je pense voilà, ça donne un peu de tranquillité à certaines familles, voilà, qui n'arrivent, peut-être qui ont un peu de peine, voilà, à joindre les deux bouts, je peux dire ça. Merci beaucoup Yanis. L'atelier vélo, vous l'avez fait aussi à la Journée de la Terre. Et la Journée de la Terre, ça me donne l'occasion. Est-ce que éventuellement, Milena, tu peux donner ton micro à une nouvelle petite camarade qui est arrivée pour ce second plateau? Et je me suis dit justement, les gars, ils ont participé à la Journée de la Terre. Oui. Et si je ne m'abuse, tu as bien dû participer à la Journée de la Terre. Oui. Alors, peux-tu s'il te plaît te présenter sommairement,
Hein, et puis dire comment toi tu as vécu la journée de la Terre, ce que tu y as fait, et puis est-ce que c'était nul, est-ce que c'était sympa. Et vas-y, présente-toi sommairement s'il te plaît. Faut que je regarde la caméra. Tu regardes, si tu veux ta caméra, c'est celle plutôt là-bas, mais tu nous regardes, t'inquiète. Je suis pas à l'aise dans la caméra. Il faut bien par contre que tu aies le micro. Voilà. Du coup, moi je m'appelle Gilda, je suis actuellement stagiaire et bénévole au Centre social pluriel. Effectivement, j'ai participé aux Journées de la Terre, auxquelles j'ai proposé avec ma collègue une activité sur le thème de l'écologie. Et alors, qu'as-tu proposé justement sur le thème de l'écologie? Parce que c'était une journée dans laquelle il y avait plein d'intervenants. Et en gros, chacun essayait d'apporter un éclairage. Il y avait des associations de quartier. Et donc toi, tu représentais le pôle famille du centre social. Et vous avez, j'imagine, comme souvent, brillé de mille feux à travers une activité époustouflante. Laquelle est-elle? L'activité qu'on a proposée, ma collègue a proposé une activité porte-clés avec des papiers recyclés, des papiers qui ont déjà été utilisés, qui ont été réutilisés du coup dans le cadre de l'activité. Et moi personnellement, j'ai proposé une activité coloriage et peinture avec des fleurs en papier, en carton, que les enfants ont assez apprécié. Les deux activités ont été appréciées par les enfants. Et voilà. Et est-ce qu'à travers cette activité, parce que on en fait souvent en fait, là on pourrait se dire ils ont fait une activité coloriage, j'ai envie de dire un petit peu peut-être comme d'habitude, mais en fait nous l'écologie telle qu'on le fait au centre social, on est toujours dans une sorte de simplicité de moyens, on essaye d'être dans quelque chose, dans une relation profonde. On sait que de toute façon on n'a pas l'argent pour être dans la consommation, donc il y a une sorte de forme d'écologie populaire qui existe à travers ça. Est-ce que tu as eu le temps un peu, et puis peut-être, Yanis et Elka, vous avez eu le temps de vous balader un petit peu sur le... Et puis peut-être, Adam et Milena, si vous avez eu le temps de vous balader sur la journée de la Terre et de voir des stands, des actions qui vous ont touché, qui vous ont plu. Tiens, Elka. Pour moi, j'ai pas eu le temps parce que j'étais occupé à réparer des vélos. Il y avait, on peut dire, avant, il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, on s'ennuyait. Et là, d'un coup, il y avait plein de gens qui venaient pour qu'on répare leur vélo. Mais on ne peut pas faire tout ça en même temps. Chacun, il était occupé, quoi. Tu devrais penser à te faire greffer un troisième bras, peut-être. Ok, moi, ce que je vous propose, c'est est-ce que, Adam et Milena, est-ce que vous avez... tiens, on va changer de micro parce que sinon le fil est un peu dur pour moi. Est-ce que vous avez eu le temps, vous, peut-être, de vous balader à la Journée de la Terre parce que vous êtes venus nous parler de podcast. Donc, est-ce que la Journée de la Terre, c'était une occasion de faire des podcasts? On n'en a pas fait, je pense, que je sache. Et quand on est arrivé, tu vois, c'était un peu la fin. On n'avait pas le temps de regarder les stands et tout, parce que quand on est arrivé, Yona, il débarrassait déjà, il rentrait. Donc on n'a pas vu tous les postes. Ok, là on a attaqué un petit peu directement sur la Journée de la Terre, mais on va un peu rétro-pédaler, comme on dit, revenir un peu en arrière pour que vous nous présentiez votre dispositif. Vous travaillez avec l'Espace Passerelle, vous travaillez avec TCAP. Qu'est-ce qui fait que des jeunes comme vous se mettent à faire des podcasts? Pourquoi? Je m'appelle Milena, je travaille à l'Espace Passerelle. Ouais. Bon, la TCAP Jeunesse, c'est un groupe de jeunes qui fait des activités, des missions et des actions créées par l'Espace Passerelle. C'est ça. C'est environ, on peut dire 12 ans, 13 ans. À partir de 12 ans, 13 ans, tu veux dire? Jusqu'à, on peut dire, 25 ans. C'est ça. Et puis, ça a aidé les jeunes à faire à réaliser leurs projets. Ok. Donc là, dans le cadre de ce mois de la Terre, vous avez été missionné par TCAP pour réaliser des podcasts. C'est ça. Et ces podcasts, ils avaient probablement un sujet en rapport avec l'écologie ou... Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais. C'était sur la fast fashion. La fast fashion, qu'est-ce que c'est?
c'est la surproduction et la surconsommation des vêtements, on va dire. Vu que nous, on a une marque, c'est les Sanitas Palace, sur tous les réseaux, n'hésitez pas à acheter. Et c'était surtout pour voir c'était quoi le point de vue des gens sur la fast fashion. Et il y avait des réponses diverses, mais c'était surtout pour transmettre le message par rapport à notre marque, pour leur faire comprendre qu'on sait les causes qu'il y a derrière et on essaiera de faire tout notre possible pour pas qu'on arrive sur ce stade-là. Vous avez donc essayé de travailler un petit peu les consciences, les représentations des imaginaires autour des marques aussi un petit peu. Est-ce que dans les... Ouais, vas-y. Ah, je croyais. Dans les témoignages, dans les podcasts, est-ce que vous avez interrogé un peu les gens sur leurs habitudes de consommation ? C'est ça. Ouais, est-ce que vous avez peut-être un... Alors ces podcasts, ils seront bientôt disponibles aussi sur le YouTube, non ? C'est ça ? Oui. Ouais, ok. Ouais. Et en gros, qu'est-ce qui se dit comme ça, sans vouloir défleurer, dire directement de manière prématurée qu'est-ce qui se dit dans ces podcasts-là qui a retenu un peu votre attention ? Après, on va pas spoil parce que sinon après les vidéos, ils ont pas le même goût. Faire un peu de teasing quand même. Après, il y en avait qui étaient conscients de ce que c'était la fast fashion et le mal qu'il y avait derrière. Mais il y en a, ils le savaient, mais ils achetaient quand même. Ils se disaient en mode, grosso modo, c'était pas trop leur problème. Mais il y en a, ils prenaient en compte, ils font déjà des efforts sur ce qu'ils achètent, ce qu'ils n'achètent pas. C'est pas mal, mais de toute façon, vous verrez sur YouTube. Vous allez être étonné sur certaines questions. Ça rejoint une initiative, Adam, là, qu'il y a eu dans le quartier, donc ici même Galerie Neuve, pendant 3-4 jours. Peut-être que Gilda, tu veux nous témoigner un peu comment tu as vécu, parce qu'ici on a eu une opération qui était ni plus ni moins une opération de lutte contre la fast fashion, qui a été Échange ta fripe. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ça, s'il te plaît, Gilda ? Comment expliquer Échange ta fripe. Oui, mais comment expliquer la dame qui était... Ida, peut-être ? Voilà, comment expliquer Ida, Échange ta fripe, c'est un événement, je dirais, que le Centre social pluriel organise annuellement pour les femmes, par des femmes, auxquelles des vêtements sont donnés et récupérés par ceux qui sont dans le besoin ou non. Pendant 4 jours, on était du coup ici à la Galerie Neuve et on a rencontré beaucoup de personnes. Certaines étaient dans le besoin, d'autres pas forcément, mais venaient quand même récupérer et donner. Et on a notamment... Vas-y, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pendant ces 3-4 jours, peut-être des moments qui t'ont touché un petit peu, des expériences que tu as eues avec des gens ? En fait, on a pu constater le fait que beaucoup de mères venaient notamment chercher pour leurs enfants ou pour leur mari, alors que l'événement était organisé pour elles afin qu'elles puissent prendre du temps pour elles-mêmes et se faire plaisir, de par les vêtements gratuits notamment. Moi, j'ai été touchée par 2 personnes. Je pleure pas. T'as le droit. J'ai été touchée par 2 femmes que j'ai pu rencontrer, dont une qui était au foyer et qui a dû partir pour des raisons personnelles quelque temps. Et lorsqu'elle est revenue au foyer, elle a retrouvé toutes ses affaires à la poubelle. Et du coup, l'événement tombait à pic pour elle, j'ai envie de dire, parce qu'elle a pu retrouver elle a pu récupérer des vêtements et cela gratuitement. Et une autre dame qui elle m'a pas réellement expliqué sa situation, mais qui nous faisait savoir en tout cas qu'elle elle rencontrait des difficultés. Et toutes les femmes qu'on a pu rencontrer, qu'elles soient en difficulté ou non, nous ont énormément remercié pour l'événement, pour ce qui a été proposé. Pour moi, en tout cas, la gratuité, c'est une chose qui aide. C'est un concept qui aide énormément les personnes et du coup, Échange ta fripe a aussi été un moment de convivialité pour ces femmes-là, se retrouver entre elles ou connaître d'autres personnes. C'est en fait une gratuité, mais en fait, c'est un espace de vie, c'est un espace d'échange qui existe pendant, j'ai envie de dire, malheureusement, que 3-4 jours par an. Exactement, c'est ça. Alors après, on sait que pour le coup, nos associations, le centre social, c'est pas
heureusement tout ce qui matérialise la solidarité qui peut exister dans un quartier comme ça, et qu'évidemment il y a plein d'autres espaces d'échange entre les gens dans le quartier sans qu'on en ait toujours conscience. Mais c'est sûr que quand on voit qu'on est sur le thème de l'alimentation, on a pas mal parlé d'alimentation depuis tout à l'heure avec le Tipeee, VRAC 37, justice alimentaire avec Passons-nous et tout, on sent bien que 2 fois par semaine on arrive à mettre en place quelque chose autour du sujet de l'alimentation, parce que l'alimentation c'est quelque chose qui nous relie. Mais le sujet du vêtement, c'est vraiment quelque chose dont il y a probablement quelque chose à faire en plus. Quelque chose dans lequel on doit essayer de faire mieux, d'inventer des nouvelles formes, peut-être pour l'année prochaine et pour les saisons à venir. Ça vous va ? On s'arrête là tranquillement sur cette petite rétrospective de la Journée de la Terre. Est-ce qu'il y en a qui veut faire un petit bilan, chanter une petite chanson ou s'arrêter là ? Bah, merci. Hein ? Tu voulais rajouter un petit truc, Milena ? Bon, merci beaucoup. On vous invite à aller voir le petit reportage d'Axel là, sur la journée du halage, à écouter les podcasts des jeunes de TCAP, à venir à aussi acheter les vêtements Sanitas Pala sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas. C'est ça. Allez-y. Atelier vélo le vendredi après-midi à 15h et samedi maintenant. C'est vrai que vous avez lutté pour organiser ça, c'est super. Et je remercie beaucoup toute l'équipe technique et puis voilà, bonne nuit, au revoir, merci la Massif, merci. Ouais. Ok, dis-moi, il y a des expos à venir, il y a des expos je crois. Le festival Ouais, vas-y. Et Sophie, viens donc, parce que sinon, ça va faire un truc très très bizarre au niveau du son. Vas-y. Alors, tu clôtures. Ouais, je clôture. Juste un petit mot, parce qu'il y a quand même eu 2 semaines d'occupation de la Galerie Neuve avec 2 artistes qui travaillent autour d'objets de récupération, parce que l'art, c'est aussi, ça peut être possible aussi avec ça. Ça coûte pas cher, il y a toujours une valeur économique et en même temps c'est écologique, donc aussi une valeur environnementale. Il y avait Océane Baudouin qui a travaillé autour de la carte sensible à partir de boîtes d'œufs. Donc on recrée du papier à partir de boîtes d'œufs et elle avait un grand ami immense qui pouvait faire une espèce de, c'est un peu prétentieux, mais d'atlas peut-être. En faisant une nouvelle forme de papier. Et il y avait aussi à la suite Carolina Fuentealba qui, elle, à partir de chutes de tissus, a appelé des femmes migrantes à broder des mots sur des immenses silhouettes humaines, des mots à elle, des mots de voyage, des mots qui je suis, où je vais. Cette semaine, la semaine dernière. Et puis pendant la Journée de la Terre, puisqu'on en parlait, il y avait aussi Perrine Hernandez qui travaillait le papier, la récupération de papier avec des collages, et qui a créé une frise, qui a commencé une frise, un travail qu'elle avait commencé au mois de février pendant les vacances, et autour aussi avec des capsules de boîtes de conserve, autour et tout ça, en fait, ça va être installé pendant le Festival intercantonal de la chute, qui a lieu au Beaumont, du 29 août au 5 septembre, où chacun est appelé à participer, tout artiste professionnel, amateur ou projet collectif. Et on continue à la Rotonde cet été avec Supernovae, etc. Ok, ça c'est super important, c'est qu'on a parlé d'alimentation, de politique, et c'était vraiment important, je trouve, merci Sophie, la concierge de la Galerie Neuve, d'être venue à la fin pour dire que à la fin on est des hommes aussi parce qu'on s'exprime et qu'on cherche à témoigner de comment on vit et on ressent les choses, et notamment quand on travaille ou qu'on habite dans un quartier populaire. Voilà, et ça implique énormément de monde, puisqu'en fait, il y a d'autres gens, d'autres centres, dans d'autres quartiers qui vont également participer. Enfin voilà, c'est vraiment une question qui interroge en ce moment. Allons-y. Ok, merci, bonne nuit. Merci. Coupé. Voilà. Bravo à tous.